Tu dois être à 5 chiffres, toi, non? T'es fou. Non? Pas loin. En dirham alors. En dirham. Allez, et donc là, je fais toujours mon clap qui sert à rien et qui me permet de lancer. Bonjour à vous. Bonjour. Salut. Cause. Salut, Matt bonjour. Ben. Je suis content de vous avoir, tiens. Content d'être là, Ouais. à fond. Merci d'être réciproque. venu spécialement sur Paris. Du coup, Emilien, donc je vais vous appeler par vos prénoms, c'est plus simple. Pour moi, Ça Emilien, marche. toi, t'es sur le Lyon, c'est ça? Lyonnais, exactement. Lyonnais. Puis un bon moment. Yes. Et toi, Ben, du coup, t'es sur Nantes maintenant, tu me Ouais, disais. exactement. Dans le sud de Nantes. Ouais. Ouais. Mais t'es de Paris de base. Alors j'ai vécu 11 ans à Paris. Et sinon, à l'origine, je suis du nord de la France, moi, plutôt du côté de Lille. Ok. Ouais. Impec. Bon, là, on tourne fin 2023, mais c'est quoi le mood du moment? Un petit peu le bilan de l'année, là, pour vous. Productif, j'ai envie de dire. Productif. C'est un bon résumé. Il y a eu on a fait pas mal de studios ensemble. Déjà, c'est aussi pour ça qu'on est là tous les deux. Carrément. On a fait pas mal de musique, plusieurs sessions dans différentes villes, Ouais. un peu partout en France sur ces derniers mois. Et puis de l'actu ensemble, de l'actu tout seul, toi aussi de l'actu tout seul. Et puis on a quand même pas mal charbonné. Hein. Trop bien. Bah, peut-être pour les personnes qui vous connaissent pas, ça, c'est bien pour commencer. Ben, si tu devais présenter Emilien, comment tu le présenterais? Alors comment je sais pas, je le connais pas en fait. Vous êtes qui? Alors, vous êtes qui? C'est vous qui êtes dans mon studio d'habitude? C'est moi. Donc Emilien, alors je le présenterai comme un DJ que moi j'ai rencontré sur une date. Déjà, on va planter le contexte. On s'est rencontrés au festival L'Ososphère à Strasbourg, Ok. où on jouait sur la même scène. Et depuis, on est devenus potes. Rencontre backstage, donc. Mhm. On s'est croisés, on ne se connaissait pas. Je le connaissais de nom. Je connaissais sa musique, je connaissais ce qu'il jouait. Mais on s'était jamais rencontrés physiquement. Et bim, backstage, on a bu un ou deux verres, on a joué, il a joué, j'ai joué, ou je ne sais plus dans quel ordre. Et puis après, on a rediscuté. Et puis, finalement, on est resté en contact pendant plusieurs jours ensuite. Et tu es venu à Paris. C'est ça, la À première. l'époque, Ouais. j'étais à Paris. On s'est dit, tiens, et si on faisait un peu de musique ensemble? Voilà, ça a été un peu Là, je raconte plus notre rencontre que qui est Emilien. Mais ça se passait comme ça, quoi. Ouais. C'était cool parce que ça s'est fait humainement, en fait. Ouais. Il n'y a rien eu de forcé ou de poussé. Tout était naturel et humain, et ça, c'est cool, quoi. Les Le relations. duo s'est fait naturellement, quoi. Ouais, Il n'y a pas de question du tout de est-ce qu'on monte quelque chose ensemble. Pas du tout. Non. Ça n'a pas été l'intention de base. Hein. Pas du tout. Non, Pas du tout. C'est vraiment une rencontre. C'est ce que Ouais. c'est ce que tu as décrit. Puis après, on a pris le temps. Comme tu disais, on a été dans plusieurs villes. On a fait de la musique à Paris. On fait de la musique à Chamonix. On avait improvisé un studio là-bas. On se faisait des sessions nature aussi. Après à Nantes. Donc on a pris le temps de se connaître. On a pris le temps de laisser mûrir le processus créatif. Mhm. Je pense que c'est ce qui est intéressant dans la musique qu'on produit aujourd'hui, c'est qu'on a eu toute cette incubation. Ouais, ce qui est marrant dans cette rencontre, c'est que je force un peu le trait, mais toi, Emilien, t'es quand même plus house, assez pur, assez... Pas forcément. C'est vrai qu'on me voit vachement comme ça, mais moi, je suis un amoureux de musique. Ouais. Et je suis capable de tout jouer. Ok. J'ai un côté digger, puriste, etc. Mais des trucs actuels aussi m'intéressent. Et j'aime bien voyager, de passer de style en style. Ok, ouais. J'ai un peu des lubies, moi, dans la musique. Je vais me passionner pour un style et puis poncer le truc et après poncer un autre truc. Et ce qui fait que dans mes sets, je suis capable d'ouvrir tous les répertoires. Ouais, c'est vrai que pour le coup, alors les sets que j'écoutais de toi étaient vraiment très teintés house. Ouais. C'est peut-être du coup en effet pour ça. Ouais, Bien peut-être. l'image. Alors que Ben, pour le coup, c'est vrai que je te connais plus de base sur les productions qui sont sorties sur Elum, le label de Massioplex, donc cette teinte un peu plus techno, peut-être un peu plus groovy aussi. Yes. Et du coup, ouais, je suis curieux du coup de découvrir cette collaboration artistique entre vous deux. Parce que comment ça marche du coup en studio? Vous bossez sur des hardware ou directement sur un logiciel? Alors déjà, il y a eu la phase d'appréhension, où l'un et l'autre, on s'est mis à faire un petit peu. Quand on arrive en studio, en fait, il y a pas de feuille de route. Ouais. C'est un petit peu, on allume les machines, etc. Il y a beaucoup de hardware. En l'occurrence, on a beaucoup bossé dans mon stud, et c'est quand même principalement du hardware. Il y a aussi du software, mais
chacun était devant la petite machine qu'il avait envie d'essayer. On a aussi, je pense, au fil du temps, réussi à trouver quelque chose qui nous parle à tous les deux dans ce qu'on veut composer. Je pense que tu as bien résumé en disant, même si effectivement tu joues plein de choses, Émile, mais on a un peu mélangé l'influence techno, l'influence house dans les compos, des clins d'œil au classique, mais en essayant d'apporter, tu vois, un petit peu de sound design actuel grâce aux machines qu'on utilise. Et au fil des mois, parce que c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne tout de suite, une rencontre en studio. Là, je dis pas que ça a été un calvaire, pas du tout. Mais il y a quand même, je pense, effectivement, 1 ou 2 sessions à faire où on est dans l'échange d'idées musicales, de réflexion, tu vois, les temps off aussi, où on réfléchit à ce qu'on a vraiment envie de faire et ce qui est pertinent à notre sens. Et voilà, tout ça s'est construit comme ça, Tout ça s'est construit comme ça. Ouais. Puis on a un background commun qui est assez vaste. Ouais. Je pense il y a 20 ans, on écoutait la même musique. Donc du coup, on se retrouve assez vite là-dedans. Et puis il y avait cette volonté aussi de moderniser un peu tout ça, de revenir sur des tournures qu'on connaît, mais de leur apporter des petits twists modernes avec les moyens de production actuels. Trop bien. C'est quoi du coup ce background que vous avez en commun? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je te laisse commenter parce que ça peut être un c'est un peu classique. On se retrouve sur les classiques Détroit, Chicago, la dub techno berlinoise. Donc on a des affinités en termes de couleurs sonores. Oui. Et je trouve à l'heure d'aujourd'hui, les moyens de production ont tellement évolué que c'est intéressant de retourner sur ces sujets-là et de les traiter autrement avec les moyens de production actuels. C'est-à-dire? C'est-à-dire. Vous avez 4 ans. Il y a 20 ans, faire cette musique-là, ça se faisait qu'avec du hardware. Donc, t'avais laborieuse. Et t'avais très peu de post-prod. Tu sais, tout était fait live. Ouais. Maintenant, tu peux, comme on produit, il y a une démarche spontanée live. Et après, il y a de la post-prod où on retouche, où on va avoir un sens de l'écriture que tu pouvais pas avoir à l'époque. Les outils actuels, en fait, ont vachement démocratisé le fait de composer de la musique et l'ont rendu plus accessible aussi. Alors, je parle pas forcément financièrement, parce que effectivement, un studio a un coût et les machines ont un coût. Même si tu peux tout à fait produire des bombes avec juste un bon casque, un bon logiciel et un bon ordi à la souris. Les gens connaissent qui l'ont très bien fait et qui le font très bien. Après, nous, il y a une histoire d'affinité aussi avec le matériel, tu vois, rapport au toucher, rapport à plein de choses qui me fait assez vibrer. Aujourd'hui, oui, cette démocratisation, c'est une chance énorme. C'est une chance énorme parce qu'il y a beaucoup plus de marques, tu vois, typiquement, de matériel, avec de la recherche et développement, des gens qui se cassent la tête, qui amènent des nouveaux concepts, des nouvelles idées, qui, même parfois trop actuellement, essaient de simplifier les choses, tu vois, pour que demain, t'as envie de te mettre à la prod, tu peux tout à fait, en fait. Et on simplifie vachement le process, même si en amont, il y a quand même un travail qui peut être énorme. Tu vois, si tu veux vraiment pousser le sujet, tu peux. Maintenant, si tu veux ne pas pousser le sujet, tu peux aussi. C'est-à-dire, tu peux vite être appelé compositeur et producteur de musique, enfin compositeur de musique, en utilisant simplement des banques de loops et tu vois, plein de choses qui n'existaient pas à l'époque. Donc, il faut aussi se remettre un peu les choses dans le contexte. À l'époque, quand tu composes de la musique, quand même, t'es déter, quoi, tu vois. Et puis, il y a aussi la barrière technique. C'est tout nouveau. Aujourd'hui, il y a rien de nouveau là-dedans. Tu vois, tout le monde a acquis ces outils et sait les utiliser quand on s'y intéresse, en tout cas. Bien sûr. Donc, et on voit même l'arrivée du coup de l'intelligence artificielle maintenant. Oui. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez déjà appréhendé dans vos productions ou pour l'instant vraiment pas du tout? Pour une voix. Sur mon projet Trunkline, on vient de sortir un EP et on a utilisé effectivement l'intelligence artificielle pour une voix qu'on a utilisée sur un morceau. Ouais. Et c'était un choix de facilité? Non, c'était une envie? Excuse-moi, je suis assez rapide sur la réponse, mais c'était plutôt une idée de se dire tiens, comment ça fonctionne? Okay. Tu vois, de curiosité. Curiosité, Voilà, de curiosité.
Et bon, c'est bluffant, hein, c'est clair. Tu choisis le timbre, quel genre de voix je recherche, quel timbre, le texte. Alors c'est toi qui le rentre. Nous, on n'a pas été jusqu'à faire générer, tu sais, des sentences. Tu peux faire ça là. J'ai un petit peu regardé du coup comment fonctionnait tout ça. On a écrit quand même le texte. Donc on a donné le texte à l'AI et on a demandé à l'AI de nous générer un timbre de voix qui correspondait à ce qu'on recherchait pour le morceau dont on avait déjà fait la partie instrumentale. Donc, dans ce cadre-là, je trouve ça vraiment cool. Après, se posent toujours les questions de qui est le... Alors, l'auteur, c'est nous, mais qui est l'interprète, du coup. Ouais. Tu vois, je pense qu'il y a une question de fond qui est intéressante là-dessus. Pour le reste, pour tout ce qui est composition, je pense qu'on est au balbutiement de tout ça, clairement. Et personnellement, je prendrais toujours plaisir à faire les choses moi-même. Alors, ça fait peut-être un peu vieux con, hein, mais j'ai envie que mon cerveau soit sollicité, j'ai pas envie de l'alléger de choses que j'aime faire. Et en cela, l'AI, alors je changerais peut-être d'avis dans 5 ans, hein, tu vois. Mais pour le moment, en tout cas, j'en vois les limites, tu vois. Aller faire une voix cool, aller lui demander, est-ce que tu peux me faire un morceau qui sonne comme tel morceau de telle année, et vite, hein, parce que j'ai envie d'aller mixer, moi. Il me faut un track pour ce soir. Et c'est quelque chose qui vous fait peur quand même un petit peu ou pas? Parce que ça va vite. Moi, ça m'excite un peu. Ouais. Parce que je trouve que de se libérer de la contrainte technique, ça laisse une part à la créativité qui est assez folle. D'ailleurs, c'est assez... on a un peu le tournis dès qu'on parle d'IA, parce qu'on ne sait pas où on va tomber. Ouais. Et ça ouvre des portes. Je pense quand on aura une relecture de tout ça dans quelques années, ça va être une aventure assez fantastique. Parce que quand tu te délivres de toute la partie technique, de tout justement que tu libères ton cerveau de tout ça, que tu peux te concentrer que sur la créativité, ça va nous mener où, quoi? Parce tout ce que l'homme a déjà créé aujourd'hui dans la musique, on arrive à faire ça, à repousser ces limites-là. Ça peut être extraordinaire, mais on ne sait pas. Alors là, c'est un peu philosophique là où je vais. En tout cas, on n'a pas les réponses pour l'instant. Mais est-ce que finalement la révolution qui a été la musique électronique fin des années 80, début des années 90, maintenant on pourrait avoir la révolution de l'IA dans les années 2020, 2030? Elle va être à tous les étages. De toute façon, ça sera pas que dans la musique, hein. Je pense que c'est sociétal en fait. C'est sociétal. Et ça va changer les métiers dans leur forme. Le métier de DJ, le métier de producteur va changer, mais le métier d'architecte va changer, tous les métiers vont changer parce qu'on se libère de la contrainte technique, quoi. Comme on s'est libéré du savoir, maintenant on sait tout à portée de clic. On a eu cette révolution-là que maintenant on a intégré, quoi. Mais pour nos parents, nos grands-parents, c'était un truc, il fallait apprendre. Maintenant, on se dit, non, je vais sur Google, je sais tout. Je pense que c'est un peu la même démarche qui va se passer. Et tu fais quoi quand t'as plus de réseau? Il fait de la musique. Voilà. Non, mais je comprends parfaitement. C'était pour la blague. Mais effectivement, moi, je pense qu'il y a effectivement une chose qui est révolutionnaire, qui est hyper intéressante. Et je pense qu'on a tous une perception différente. Tu vois, mon rapport, moi, aux machines, j'aime bien, en fait, galérer avec les machines, à faire mes routings et à faire mon côté... j'ai vu. Mais non, mais moi, ça me fait kiffer, ça, de passer une journée à repluguer, dépluguer le studio de manière différente pour en sortir quelque chose d'artistiquement différent. J'adore ça. Et j'ai pas envie que ça soit une intelligence artificielle qui le fasse. Alors, sur un software, parce que on va en revenir au basique, mais sur une partie matérielle, ton IA, elle va rien te faire. Hein. Ouais. Tu peux me débrancher. Ah bah non, mince, ça fonctionne pas. C'est à moi de le faire. Il faut qu'il reste le choix, en fait. Oui. C'est l'humain qui fait les choix et derrière, faut faciliter l'aspect technique. Ça, je trouve que c'est un peu le même débat que analogique numérique. C'est-à-dire que faut prendre le meilleur des deux mondes. Ouais. Et il va falloir faire les bons dosages de tout ça pour arriver à quelque chose qui a un équilibre entre tout. Tu sais que c'est Maxime Dangle qui nous disait qu'il préférait le côté random, aujourd'hui, des possibilités des logiciels et voire même de certains instruments, plutôt que le côté intelligence artificielle déjà qui était plus hasardeux. Ouais. Pour au moins, tu vois, avoir la main sur la chose et contrôler. Même s'il y a une part de hasard, au moins, il garde le contrôle. Ok, intéressant. Ouais, c'est une bonne réflexion, carrément.
Alors, on va parler. J'ai envie de parler plus de clubs aujourd'hui avec vous et du côté DJ. Je sais que du coup, toi, Emilien, tu me disais, tu viens plus même de la disco mobile de base, si j'ai bien. Ah ouais, moi c'est mes premiers amours, c'est la disco mobile. Alors je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Vas-y, explique pour donner le contexte. Ouais, fan de feeling. Il y avait ça aussi dans mon village natal. Moi, je suis bourguignon, je suis né dans un tout petit village. Et dès gamin, j'étais fasciné par les fêtes de village et il y avait ce qu'on appelait des discos mobiles. Donc, c'est des mecs qui venaient avec un camion qui déchargeait des enceintes, du matos, un portique de lumière, une grosse console lumière et tout était souvent fait un homemade, quoi. Voilà. Et gamin, ça me fascinait. De voir qu'on partait de rien sur une place de village et qu'il y avait ces mecs qui créaient un club au milieu de nulle part. Ça jouait sur assez généraliste, mais voilà, j'étais fasciné par ça, donc j'ai très vite acheté mon propre matos et commencé un peu à faire des fêtes, jouer dans les choucroutes du foot, voilà, et je me suis fait un peu d'argent comme ça. Mais j'ai été en parallèle tout de suite attiré par la musique électronique. Ouais. Et vers 15-16 ans, j'organisais déjà mes premières soirées de musique électronique dans mon village, quoi. Okay, ce qui était assez fou. De manière toute officielle ou plus un peu les deux. Un peu les deux, ouais. Un peu les deux, mais on arrivait à le faire de manière assez officielle. Et je me souviens à l'époque, on louait des salles des fêtes où il y avait un bar aussi qui s'appelait le Saint-Just. On faisait pas mal de fêtes. Et tous les DJ dijonnais, alors Dijon était très en place parce qu'il y avait l'enfer, tout ça. Ils venaient tous jouer dans mon village et ils hallucinaient de la ferveur, d'avoir un truc aussi underground dans un endroit aussi paumé. Ouais, t'as eu un public dès tes premières soirées. Ouais. Mais c'est plutôt cool pour des lieux souvent qui sont un petit peu perdus en France de toucher un public électronique, quoi. C'est vrai, mais c'était une aventure de copains. Et puis en plus, dans ce village qui était assez hallucinant, il y a 2500 habitants, il devait y avoir 10 DJ, quoi, qui jouaient que de la musique électronique. Donc il y avait un vivier de fous, quoi. Et c'est vraiment, t'arrives à l'expliquer comment ça tu sais, entre potes, tu peux, en termes de passion, tu te transmets des choses et on allait les week-ends. Je me souviens, je faisais mes études à Dijon. Le vendredi soir, on se réunissait chez l'un chez l'autre quand je rentrais chez mes parents et on jouait, on se faisait écouter les disques qu'on avait trouvés. Il y avait une émulation dans ce village. Voilà. Ok. Trop cool. Et toi, Ben, comment t'en es venu au platine, du coup? Moi, j'en suis venu au platine. Alors, si je reviens... Alors, j'avais ça, effectivement, dans le nord de la France aussi. La fête du village de l'année, avec le gars qui venait avec ses platines, qui venait mixer, etc. Et moi, j'y suis venu par les grands frères, des potes à l'époque qui commençaient à sortir. Alors, moi, j'habitais à la frontière belge, dans le nord. Et les grands frères, nous, on avait, 11, 12, 13 ans. Les grands frères avaient 17, 18, 19, l'âge de sortir. Et ils nous racontaient un peu ce qui se passait. Ils nous faisaient écouter ce qui se passait dans les clubs en Belgique. Ouais. Donc j'ai entendu de la new beat pour la première fois, de la scene music, des trucs tout nouveaux, en tout cas pour moi. Et voilà, j'ai eu une première sensibilisation à la musique électronique comme ça. Et ensuite, moi, j'y suis venu parce que... alors, j'ai d'abord commencé par jouer de la batterie. J'écoutais beaucoup de métal quand j'étais ado. J'ai joué un peu de batterie, peu de temps, parce qu'après, je suis parti faire mes études et la batterie est restée chez moi. Et c'est là que j'ai fait mes premières sorties, quand j'étais à peine majeur. Et j'avais la chance, autour de chez moi, on faisait effectivement 1 heure de route et on avait des clubs, tu vois, comme le Fuse à Bruxelles. On avait toute la grande époque des clubs de Belgique aussi, frontaliers, plutôt côté Lille, là, cette fois-ci. Enfin bref, il y avait une pléthore d'offres et du coup, la possibilité d'entendre des DJ internationaux tous les week-ends ou presque. Et là, j'ai commencé à voir des Jeff Mills, des Dave Clark, des Laurent Garnier, DJ Rush, enfin bref, Speedy J, plus tous les classiques de la techno belge. Bien sûr. Qui étaient là, présents en tant que résidents et qui faisaient même des fois de all night long et tout. Et en fait, nous, on avait une petite routine avec les potes. On était étudiants. On faisait nos études la semaine et le week-end, on prenait la bagnole, on partait en Belgique, en Hollande et tout, et on allait faire la fête et on revenait. Et c'est comme ça que j'ai été la première fois, capable d'écouter de la musique électronique dans des conditions qui étaient dingues. Et là, je me suis dit, putain, là, j'ai plus ma batterie. Je venais de voir un set de Jeff Mills, je me souviens très bien, c'est au 10 Days, à Gand.
Et je me suis dit, je veux essayer ça, quoi. C'est ça que je veux essayer ça, je veux aller acheter des vinyles, je veux essayer. Il m'a tellement transcendé, tu vois. C'était un extraterrestre, hein, vraiment, techniquement. Et ben, un peu comme dans ton histoire, Émile, on était plusieurs potes à vivre ça en même temps. Et on avait nos apparts étudiants, tu vois, à Lille. Et on commençait... Alors, il y en a un qui avait eu une platine, l'autre qui avait une table de mixage, machin. On a tout réuni dans un appart. On allait faire le tour des disquaires la semaine, essayer de choper les vinyles des titres qu'on avait entendus dans la teuf, tu vois, le week-end précédent. Et on se réunissait le soir, la semaine et le week-end pour boire des apéros, mixer et plus si affinité dans ces endroits où on se retrouve entre potes. Et puis, naturellement, on a monté une association, on a commencé à organiser des soirées à Lille dans un club et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, je suis parti de Lille parce que j'ai terminé mes études. J'ai eu mon premier job. J'ai complètement coupé avec le DJing. Et c'est là que j'ai fait, moi, en tout cas, mes premiers pas de compo. Ok. Voilà, quand j'ai eu mon premier job. Et la composition est arrivée bien plus tard, du coup, pour moi. T'as fait des études de quoi? Vraiment rien à voir avec la musique? Rien à voir. Mais alors, strictement rien à voir. Ouais, rien à voir. J'ai fait des études de management. Ok. Ouais. Ah, mais moi aussi. On se découvre un point commun qu'on ne connaissait pas. Donc, qu'est-ce qui t'a ramené à la musique? Qu'est-ce qui m'a ramené à la musique? Bah, si tu veux, j'avais une journée donc de temps libre dans ma semaine, parce que je faisais des grosses semaines en sortant d'école et en tant que jeune cadre dynamique. J'avais une journée dans la semaine où j'avais besoin de mon cerveau de cutter et de revenir à des choses qui me plaisaient. Alors, j'avais mes platines encore, mais j'avais investi un petit peu d'argent. Je commençais à gagner ma vie. Donc, j'avais acheté une première paire d'enceintes, tu vois, pas trop dégueulasse, une carte son, un ordi, bref, un petit clavier maître. Et voilà, là, je commençais mes balbutiements à essayer de composer de la musique, en fait. Et au fil du temps, il s'est passé quelques mois, même 2 ans, je crois, depuis le début. Et puis un jour, je me suis pris le culot d'envoyer un track à un monsieur que vous avez reçu ici, qui s'appelle Laurent Garnier. Ouais. Et puis il m'a répondu quelques jours après, mortel ton track. J'y croyais pas, hein. Sincèrement, j'y croyais absolument pas. Je me suis dit c'est un fake. La personne qui gère ce SoundCloud n'est pas Laurent Garnier. Et ben si, c'était lui. Et puis il a commencé à jouer ma musique dans son émission radio de l'époque, qui s'appelait It Is What It Is. Alors c'était sur Radio Nova de mémoire, sur Le Move. Excuse-moi. Au début c'était Le Move. Après ça a été sur Nova, je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Là, le truc a commencé à m'exciter un petit peu, vraiment. Ce qui était en train de se passer était assez dingue. En parallèle, j'ai un pote maintenant. Bah, alors, Laurent est devenu un pote aussi, mais Gilda d'Astropolis qui m'envoie un mail, qui me dit « Ah, super chouette ta musique. Est-ce que ça te dirait de venir jouer sur un off du festival ?» Donc, comme ça, quelques premières offres de dates, tu vois. Moi qui avais mixé et organisé des soirées pendant des années, j'avais des dates de temps en temps ailleurs, en Belgique et tout. Mais là, je commençais à recevoir des mails très cool de personnes qui me disaient « Ah, mais est-ce que ça te dirait de venir jouer, machin ?» Moi, je découvrais tout ça, hein. Vraiment, tu vois. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et au bout de quelques années, donc ça a duré peut-être 3 ans où j'ai concilié vie active classique et puis compo tant bien que mal et date tant bien que mal le week-end. Et un jour, j'ai tout plaqué et je me suis dit, maintenant, c'est full musique, quoi. Et c'est là que je suis arrivé à Paris, donc il y a une dizaine d'années, un peu plus, où là, j'ai dédié mes semaines. Je me suis fait un studio à Paris et j'ai la semaine complète en studio, c'était le rêve, quoi. Ouais, après avoir galéré pendant des années, à avoir juste une journée, à te dire, bon, là, j'ai 4 heures, faut que je finisse ce truc, tu vois. Et c'est ton moment de la semaine où, alors après, tu dors plus. Ça, il y avait aussi cette là. Après ta grosse journée de taf, tu rentres, tu te mets le casque sur les oreilles parce que t'as pas envie. Recommandé, voilà. Toi, t'as pas envie d'embêter ta meuf, tu vois, qui est chez toi à 1h du mat avec des gros kicks dans la maison. Non, tu mets ton casque. Et voilà. Et est-ce que le fait de pouvoir d'un coup se consacrer 100% à la musique, c'était pas non plus un changement un peu, j'ai perdu le mot, mais des contenançants, qui fait que finalement, tu perds un mood, qui fait que vu que tu as du temps, t'arrives plus à faire peut-être que t'arrives plus à avoir l'efficacité, voilà, que oui, qui était induite sur le fait de travailler sur un petit créneau horaire. Je vois ce que tu veux dire. J'aime bien bosser dans le rush. Tu vois, typiquement, même quand j'avais le temps, j'adorais me mettre dans la merde en dernière minute, notamment pour aller bosser mes lives, tu vois, parce qu'après on a commencé à me demander à jouer un live, vu que j'avais mes premiers morceaux qui étaient prêts. Et j'ai toujours aimé me mettre un peu dans le speed, mais ça, c'est aussi mon rapport à mon côté étudiant où j'étais toujours à l'arrache.
toujours dernière minute, quitte à pas dormir pendant 3 jours. Mais au moins, j'avais profité en amont, tu vois. Enfin, c'est ridicule. et du coup, j'ai pas eu ce que tu dis parce que j'ai eu, par contre, la chance de m'ouvrir un temps libre pour découvrir la synthèse sonore, pour découvrir des grands thèmes, tu vois, relatifs à la compo que je ne maîtrisais absolument pas en balbutiement, tu vois. Moi, je faisais de la musique au départ au petit bonheur la chance, hein, tu vois. Je découvrais tout ça, hein, cette grosse boîte à outils là que j'avais devant moi dans un ordinateur. Et je m'y suis plus intéressé du coup sur, mais alors comment ça fonctionne, quoi. Comment générer un son, comment je le traite, nanana. Et en fait, c'est top parce que ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait aussi bien des plugins que des machines, et puis de travailler sur mon son, celui que je voulais développer. Parce qu'au début, tu as beau te dire, t'as une influence, tu vois, au début, moi, j'adorais mettre effectivement beaucoup de mélodies, beaucoup de nappes, Detroit dans mes morceaux. Et en fait, je ne savais pas aller au step d'après, tu vois. J'étais bloqué là-dessus. Et ce temps libre m'a permis d'aller de débloquer ça. Ouais, tout à fait. Et toi, Emilien, t'es plus parti du coup vraiment sur le côté club DJ. Ouais. Enfin, c'est à quel moment que t'es devenu, parce que moi, du coup, je connais le côté résident du sucre. Ouais. Mais enfin, comment s'est fait ce parcours? Comment t'y arrives? Le parcours. Ouais. Eh ben, c'est un peu comme Ben. J'ai fait mes études, j'étais consultant en management pendant quelques années. Et quand je suis arrivé au bout de 2-3 ans dans le cabinet, je me suis dit, bon, j'avais 29, 30 ans. T'as tout rempli, t'as fait la feuille de route parfaitement. Tu as le droit de t'autoriser d'être à 100% sur la musique. Donc, j'ai tout stoppé. J'ai été voir mon boss, je lui ai dit merci boss. Et puis petite satisfaction quand même. Petite satisfaction. Il y a un truc qui est marrant, c'est que c'est là que mon apparence physique a changé, comme si le fait de m'autoriser de faire de la musique, parce que pendant des années j'ai porté une barbe super longue. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette anecdote, mais vu que j'étais consultant en management. Tous les jours, j'avais un costume, je me rasais de près, j'avais des boutons de manchette, etc. Et du jour au lendemain, j'ai pris cette décision de OK, je fais de la musique tous les jours, je veux pouvoir, en tout cas, vivre de ma passion. Et ben, tout s'est mis à pousser. J'ai ma personnalité artistique qui a pris le dessus. Il y avait une espèce de rébellion contre peut-être un peu contre mon passé dans les institutions. Et voilà, du coup, ça a mis pas tant que ça, parce que je me suis vite dédié à ça, investi. J'ai eu cette proposition du sucre de devenir, je crois, le premier résident du club les 4 premières années. Et voilà, ça a été génial. Je pouvais faire la programmation. J'ai pu vraiment dévoiler tout ce que j'avais emmagasiné en termes de musique, de découverte d'artistes, etc. Et puis, c'est là que j'ai mûri. Alors, avant le sucre, j'étais résident d'un petit club que je veux citer parce qu'il est extraordinaire pour moi à Lyon, qui s'appelle l'Ambassade, avec un super résident, Manu, bien sûr, que tout le monde connaît. Pour moi, c'est une légende lyonnaise. Et j'ai beaucoup appris là-bas. Et puis après, j'ai continué de peaufiner mes qualités de DJ au sucre. Et là, c'était un peu différent parce que je faisais ma programmation. Et puis, le public m'a apporté énormément. Le fait d'avoir ce feedback, des gens qui te suivent constamment, qui te donnent de l'énergie. Voilà, tout s'est aligné en moi. Énergétiquement, tout s'est aligné. Et ça a été fantastique. Et puis après, il y a eu un espèce d'effet boule de neige. J'ai un agent français qui est venu me chercher, après un agent à l'international. Et puis, ma carrière s'est construite comme ça. Et puis, j'ai pu, tout ce que j'avais incubé à Lyon, j'ai pu aller le proposer à travers le monde et ça, c'était super chouette. Et en ayant du coup ce background de DJ de base et en faisant un chemin de DJ et pas de producteur, comme c'est un petit peu la norme aujourd'hui. Comme Ben, tu vois, finalement, t'as pu le vivre, toi. Alors, moi, j'ai été DJ au départ. Tu vois, pendant 7-8 ans. Et effectivement, après, plus dans le schéma tel qu'on le connaît depuis 10-15 ans, en fait, où t'as la facette compositeur, et après, entre guillemets, tu as le droit d'aller te produire sur scène. C'est ça, Alors qu'effectivement, c'est ridicule. À la base, dans les années fin 90, moi, quand je découvre cette musique, les artistes sont certes certains compositeurs, avec les travers dont on parlait tout à l'heure. Il fallait avoir envie, fin des années 90, avec les techniques, etc. Et en parallèle, il y avait des DJ de ouf, mais qui tournaient parce qu'ils étaient DJ, en fait. Parce que les choix artistiques, parce que le côté digger, parce que la qualité de mix, tu vois, ça c'est un truc qu'on oublie aussi beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a la technologie aussi qui nous rattrape.
Mais quand tu jouais sur platine à l'époque vinyle, toute une nuit, t'avais des contraintes imposées par ça. Ça apportait quelque chose, je trouve, en tout cas. Même si tout ce qui est aujourd'hui, moi, j'adore mixer sur des CDJ, c'est absolument pas le problème. C'est pas, je veux pas en revenir au vieux débat numérique, numérique analogique, synchro pas synchro. C'est terminé ça. Il y a même plus de débat là-dessus. Mais en tout cas, effectivement, les formes d'expression étaient différentes. Les formats étaient différents. Et du coup, des gens pouvaient se révéler être des artistes de malades mentaux derrière les platines, juste avec 3 platines ou 2 platines ou peu importe combien. Et tu prenais ta tartine, quoi. Moi, la première fois que j'ai écouté Jeff dans une soirée, il mixait à 3 ou 4 platines vinyle, je le voyais balancer les disques comme ça derrière. C'est un truc de malade. Mais vraiment, il y a une prestation sur scène, tu vois. Il n'y a pas juste quelqu'un qui fait ça comme ça, avec ses bras. Il y a vraiment une prestation scénique, technique, et qui te renvoie à une énergie. Tu parlais d'énergie à l'instant. Mais là, t'accumules une énergie qui est juste incroyable. Si tu as les oreilles pour entendre ce qui se passe, tu te prends ta claque, quoi. Moi, je me suis fait happer pareil par Derrick May. Mais mes 2000 à l'enfer, il me mange le cerveau, il m'attrape, et c'est là que c'est vraiment ce moment-là où je me suis dit je veux faire ça, et surtout je veux avoir ma propre énergie de DJ, la manière dont je joue les disques, la manière dont je communique avec le public, la manière dont je sélectionne. Et c'est vrai, Derrick ou Jeff, tu mets un mix t'écoutes, tu dis ok, c'est Derrick qui joue. Et moi j'avais envie d'avoir ce truc. Et c'est ça que j'ai été chercher. Et aujourd'hui, peut-être qu'on les DJ actuels, les jeunes générations, peut-être cherchent moins ça, je sais pas. J'ai pas vraiment d'avis sur la question. Mais à l'époque, c'était un truc très, 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 très creusé, concret. Carrément. Def Clarks, pareil, tu l'entendais jouer. Il ramenait une technique du hip-hop dans la techno, tu vois. Il y avait un truc de ouf. Après, je dis pas que c'est une obligation. C'est juste que quand t'as les oreilles, que tu aimes écouter ce qui se passe, tu vois, au niveau du mix, et tu entends. Là, c'est différent, quoi. De ce que j'ai pu entendre jusqu'alors, c'est différent. Et du coup, moi, ça m'a captivé. Oui, et en plus, c'est élever le DJing à de l'art pour moi. C'est-à-dire qu'on dépasse le truc de juste jouer des morceaux. Si on vient à une forme artistique. Et justement, le fait qu'à cette époque-là, il y avait moins cette contrainte, entre guillemets, de la production où tu pouvais vraiment juste t'exprimer à travers les platines et faire valoir ton talent pour ça, permettait pas de se dégager finalement toutes les contraintes, tout le stress et peut-être juste une bête, mais derrière les platines, de s'exprimer plus librement musicalement. Bien sûr. Oui, je pense. Bien sûr, et puis une construction peut-être plus profonde, plus de oser. Tu vois, je m'exprime parce que c'est de l'art, donc je m'exprime, j'ose des choses, je tente des choses, je prends des risques. Ça c'est cool. C'est ça pour moi être DJ. Ça, je trouve qu'on y revient beaucoup quand même actuellement. La prise de risque, elle est quand même dans plein d'artistes nouveaux qui arrivent aujourd'hui. J'entends des prises de risque de malades dans les sélections de ce qui est joué. Même parfois, c'est complètement casse-gueule, et ça marche pas. Mais faites-le, c'est génial. Carrément. C'est quoi prendre des risques quand on est DJ aujourd'hui, c'est quoi ? C'est jouer 4 ou 5 styles différents dans un set, par exemple. Ça, c'était inconcevable à une époque, c'était inconcevable. Où c'était fait de manière très discrète et par touche, tu vois. Mais aujourd'hui, on n'hésite plus à passer d'un BPM de 120 à 180. J'exagère involontairement le truc, tu vois, mais il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles et je trouve que ça, c'est top. Qu'on casse les codes, qu'on casse les règles, c'est aussi une bonne chose parce que ça insuffle quelque chose de nouveau. On n'est pas ancré sur des théories du bon DJ et il faut remettre les choses dans le contexte aussi de ce qu'on parle. C'est une époque, tu vois. C'était il y a 20 piges. Vivons avec notre époque et vivons avec ce qui existe aujourd'hui parce que je trouve que on exprime ce qui nous a fait vibrer, mais c'est peut-être plus ce qui fait vibrer les gens aujourd'hui. Bien sûr. Tu vois. Et c'est aujourd'hui peut-être le vrai challenge, c'est d'être à la synthèse de tout ça et de. Oui. Pour nous, parce qu'on a cette génération. Et de se dire que c'est un peu la démarche qu'on expliquait tout à l'heure qu'on a dans la musique, c'est ok, on a les racines, qu'est-ce qu'on garde de ça et comment on le moue pour en faire quelque chose de frais et qui sonne maintenant, dans l'ère de notre époque. C'est ce que vous avez voulu trouver dans votre duo ? Quelque chose de frais dans votre musique et apporter
En tout cas, en tant qu'artiste, c'est ce qu'on essaie, moi personnellement, c'est ce que j'essaie d'insuffler au quotidien, tu vois, pour pas me retrouver dans une routine et dans quelque chose que je maîtrise absolument et dont finalement, au bout d'un moment donné, je me fais chier. Moi, j'ai besoin d'apporter quelque chose de, je vais pas dire dangereux, mais de nouveau, de tenter des choses. L'expérimentation, par rapport à la musique qu'on fait, c'est pas de l'expérimentation sonore, mais on tente des choses dans les arrangements, tu vois, on va chercher... Et c'est hyper important, ça. Quand t'es tous les jours à bosser de la musique, moi j'adore bosser de la musique tous les jours, quasiment au quotidien, tu vois. Quand je suis pas sur des dates le week-end, la semaine, j'adore aller au studio, quoi. Et j'ai besoin de m'amener, alors je disais tout à l'heure ironiquement, mais débrancher mon studio et le rebrancher d'une manière différente sur ma console et machines. Tu vois, ça peut m'amener à créer des nouvelles choses, ça peut m'amener à des accidents aussi. Il y a des accidents heureux. Il y a un tas de choses qui sont top. Voilà, je trouve ça génial. Ouais. Les accidents, c'est un truc tellement important dans la musique et dans l'art. Le DJing, on parlait justement de prendre des risques et c'est là que souvent que le génie sort, quoi. Et là, tu te regardes soit en studio, soit en train de jouer, tu te dis waouh, là il se passe un truc, tout le monde s'arrête, quoi, tu vois. Et c'est ces moments-là qu'on cherche, cette magie-là qu'on cherche. Vous avez un souvenir derrière la platine d'accidents comme ça qui hors du temps, qui viennent créer quelque chose? Derrière les platines, il y en a un que je cite souvent. Une fois, je jouais au Berghain, Panorama Bar. Ouais. Et j'ai joué un track de Shadé, plein milieu de set, où il n'y a pas de rythmique. Ah ouais. C'est une nappe et il y a sa voix. Et là, il y a des gens qui se sont mis à pleurer, à s'enlacer. Et le moment a été magique. Ouais. Et je sais pas, j'ai eu cet instinct-là de dire, j'ai envie de faire vraiment une grosse pause dans mon set. C'était peut-être les réminiscences quand j'étais DJ à la campagne et je faisais des slows, des sessions de slow. Il a pris le micro, Panorama Bar. Alors celle-là, c'est pour vous. Peut-être, je sais pas. Il est parti aux toilettes parce qu'il joue un set. Et on souhaite un bon anniversaire, Mireille. C'est caché dans mon inconscient. Mais en tout cas, je l'ai tenté et ce moment était merveilleux. Merveilleux, c'est des frissons. Ouais. On a tous eu, je pense, les poils à un moment donné dans un set. Moi, je sais que, pareil, j'ai déjà eu des sentiments très forts derrière les platines. Sur certains morceaux, alors, où tu te prends vraiment ta claque, quoi. Parce que c'est le bon moment, c'est le bon endroit. Il y a les bonnes personnes et t'emmènes le morceau qu'il fallait emmener à ce moment-là. Et là, effectivement, t'es au bord des larmes. Hein. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Vous avez déjà pleuré derrière les platines? Ça m'est arrivé presque plusieurs fois. On a le droit de le dire? Ouais, moi, je suis souvent ému, ouais. Et je suis parce que je suis quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions et ouais, ça m'arrive souvent ou ça m'arrive souvent de penser à des gens quand je joue, ouais. Des moments forts. Alors, pour rester sur les DJ, j'ai envie de revenir sur une citation de Monica Cruz, du coup, qui a pris la parole il y a quelques temps sur un média en ligne qui s'appelle Techno All About Techno, qui est même un promoteur. Et elle dit, donc, pour moi, certains DJ sont trop centrés sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus la musique ou le talent d'un DJ et ou producteur. Si un DJ génère beaucoup de clics et de followers, il ou elle sera booké en dépit de son talent. Et certains DJ sont devenus connus grâce à leur présence sur les réseaux sociaux et non pas pour leur connexion réelle avec la musique, ce que je trouve triste. Est-ce que vous pouvez réagir à ça? C'est un long débat. C'est un très très long débat. Moi, je partage en partie la citation, même en grande partie quand même. Aujourd'hui, il y a un outil en fait qui s'appelle Instagram, par exemple, ou TikTok, sur lequel les gens s'expriment en tant qu'artistes et qui impose des contraintes en tant que nouveau format. Des contraintes de temps, des contraintes de qu'est-ce qui fonctionne, donc d'algorithme. Et on se retrouve à devoir finalement un petit peu... on est dans la matrice, quoi. Et pour que tu rentres dans la matrice, il faut te calquer sur les codes de la matrice. Et je trouve ça hyper dangereux pour l'art, en fait, en général. Ouais. Là, je te parle de musique, mais ça marche pour plein d'autres choses. Donc, ce que tu viens de dire, effectivement, je peux comprendre parfaitement la réflexion et je peux aussi comprendre parfaitement que des personnes utilisent simplement les codes des réseaux sociaux pour exploser. C'est tant mieux pour eux, j'ai aucun problème avec ça. Mais parce qu'il y a aussi des gens derrière qui suivent et qui consomment la musique. Je veux pas dire écouter la musique, mais qui consomment la musique à travers ces réseaux sociaux.
et qui peuvent pousser comme ça une personne, tu vois, juste avec des vidéos de 15 secondes, filmées face caméra et plus forcément sur la partie fondamentale même de son art qui peut être de composer de la musique ou de peindre ou d'écrire un livre, mais simplement de se mettre en scène et en utilisant ces codes qui fonctionnent, ta popularité va augmenter et peut-être, même si tu as du bol, exploser. Et là, tu crées du coup des gens qui sortent du lot parce qu'ils ont réussi à exploiter un outil. Mais un outil de communication. Donc, pas un outil de composition musicale, si on en revient à la musique, etc. Et je pense qu'il y a des gens qui le font très bien et qui explosent aujourd'hui et qui cartonnent en vidéo de 15 secondes sur Instagram. Mais j'ai aussi eu des échos de personnes comme ça parce que j'ai effectivement, je m'intéresse à tout ça puisque je suis moi-même une partie de la matrice. Je suis obligé de m'exprimer sur les réseaux sociaux et j'adore ce que ça peut générer comme présence auprès des gens qui te suivent, tu vois, de communication. C'est un outil génial, mais il a aussi ses contraintes, cet outil. Et tout ça pour te dire que des gens qui cartonnent en format 15 secondes sur les réseaux ne sont pas forcément des gens qui vont cartonner en format 3 heures sur un dance floor. Tu vois, c'est pas les mêmes moyens d'expression, c'est pas les mêmes choses. Et il y en a plein qui le font très bien les deux. Je dis pas le contraire. Mais il y a aussi, finalement, peut-être un petit peu de poudre aux yeux que tu pourrais avoir, tu vois, sur un format 15 secondes qui n'est pas réel. Moi, j'ai toujours un principe de base que je me suis fixé quand j'utilise les réseaux sociaux, c'est que c'est pas la vraie vie à la base, les réseaux sociaux. On a utilisé ça pour communiquer d'une manière différente entre nous, pour un peu déconner, moi j'en ai connu plein des réseaux sociaux, vous aussi, je suppose. MySpace, c'est ça? On vient de MySpace, par exemple. Et c'est très intéressant de voir l'évolution de tout ça. C'est clairement sociétal, en fait, à nouveau, et sociologique, limite. Donc oui, je peux parfaitement comprendre cette citation, parce que Monica Cruz, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a un énorme background musical, qui sait très bien de quoi elle parle quand il s'agit de parler de musique. Et je peux comprendre et je peux aussi imaginer que ça peut être dangereux pour l'art en général, ce genre de moyen d'expression et de pousser des gens comme ça, tu vois, avec un algorithme ou avec des codes très fermés finalement. Est-ce que finalement la personne qui définit les codes à la base, c'est pas elle qui a la main mise sur tout? Tu vois, si demain on va te dire, je te dis une bêtise, mais tu fais tous tes posts avec un t-shirt rouge et tu vas faire 10 000 fois plus de clics, tu vas voir ton fil de l'actu sur Insta et sur TikTok, tu vas voir rouge en fait. Voilà. Donc je pense qu'il y a il y a un sacré sujet là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Et il y a du bien et il y a du moins bien. Ouais, puis c'est un outil qui est arrivé vachement rapidement. On n'a pas eu le temps de le tester, donc tout le monde se l'est accaparé et on a fait un peu ce qu'il a voulu. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de digérer et puis de se rendre compte qu'il y a des choses qui fonctionnent, qu'il y a des choses, comme tu disais, qui font partie de la réalité, des choses qui font partie du virtuel. Et maintenant, plus personne n'est dupe de ça. Et c'est un outil, donc il va falloir. Je pense que les gens maintenant, on sait de plus en plus comment l'utiliser. Et puis on revient vachement à les gens qui, je trouve, qui sont mis en avant sur les réseaux maintenant, c'est des gens qui ont une capacité à être réels dans le virtuel, qui donnent d'eux-mêmes d'une façon très spontanée. Et ça, j'aime bien, parce que je trouve que l'outil il est pertinent utilisé comme ça, de montrer l'envers du décor, mais comme il est vraiment. Il y a une question que je me suis posée aussi moi, en lisant cette citation. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, ça vous est déjà arrivé de faire face à des promoteurs d'événements qui vont vous accorder un deal uniquement si vous faites que du relais sur les réseaux ou si par rapport à des objectifs réseaux sociaux? Bien sûr. Bien sûr qu'il y en a. Et bien sûr que le nombre de followers que tu as sur ta page va faire influencer sur ton cachet, sur la place que tu auras dans le line-up, et sur le fait que déjà que tu sois booké ou pas. Entre nous, donnez-moi un promoteur qui regarde pas aujourd'hui, ou un organisateur ou n'importe quel directeur artistique qui ne va pas regarder les réseaux sociaux. Non plus alors, heureusement, il y en a encore plein qui s'intéressent au travail, au contenu.
Mais il y en a aussi beaucoup qui s'intéressent à leur billetterie, et ce qui est logique, parce qu'on faut pas oublier qu'on traverse une crise. On traverse quand même une crise, je trouve, économique dans le milieu de la musicale, tu vois. Ouais. C'est très compliqué depuis le post-Covid. Et du coup, il y a aussi cette volonté de vouloir absolument maîtriser tous les coûts. Donc, il y a ça soulève un tas de questions, en fait. Ça soulève vraiment un tas de questions. C'est pas compliqué qu'un promoteur regarde plutôt le nombre d'abonnés plutôt que ta discographie. C'est triste. C'est même pas compliqué. Moi, je trouve ça triste, en fait. Ouais, est-ce qu'il y a besoin d'écouter ta musique? Non, est-ce qu'il y a besoin d'un support derrière pour garantir la qualité d'un artiste? Il y avait ce débat-là à un moment avec le classement Resident Advisor qui sortait tous les ans, le classement des DJ. Ouais. C'est un peu la même chose, en fait. C'est-à-dire, on a pendant des années décrié ce classement, ils l'ont arrêté. Très bien. Puis maintenant, on sait ce que tu disais, on est sur les followers, donc ça donne une tendance qui revient un peu à des votes, en définitive. Et j'ai envie de dire, faut se faire confiance un peu, puis écouter les choses avec ses tripes, quoi, tu vois. Et il y en a des festivals qui sont en dehors de cette démarche-là. À l'opposé, et qui dénoncent ça. Ouais, Positive Éducation à Saint-Étienne, par exemple, pour les Français. Mais il y en a plein qui font le boulot comme ça. Mais quand même, oui, la grande tendance, elle est... Parce qu'il y a aussi, oui, il y a cette anxiété financière et qu'on peut comprendre. Alors, moi, je pars du principe que tout est une question d'équilibre dans la vie, donc il faut doser. Il n'y a pas de bon et de mauvaises choses, de bonnes ou de mauvaises choses, en fait. Il faut juste aller chercher ce qui est intéressant et creuser ça. Et effectivement, moi, j'avais cette discussion il y a peu de temps. C'est que... tu parlais du chiffre, du nombre de followers qui fait que, en gros, quelqu'un valide le profil d'un artiste en tant que programmateur en fonction du nombre de followers. Moi, ça me fait un petit peu penser à des épisodes de Black Mirror, tu sais, où tu notes les gens par étoile, et puis au bout d'un certain nombre d'étoiles, c'est terminé, quoi. Tu vois? Et c'est ce qui se passe aussi, tu vois, en Chine, le système de notation au quotidien existe maintenant. T'as une note sociale. Nous, on a déjà notre note artistique. Oh my God. Non, mais philosophiquement, c'est très chaud quand même. Ouais, oui, c'est sûr. Même si je peux comprendre, et évidemment, mais même il y a 10 ans ou 15 ans, sans MySpace, tu voyais déjà que quelqu'un était important, entre guillemets, parce que ça reste virtuel. En tout cas, ça reste des réseaux. Mais en fonction du nombre de personnes qui le suivaient, tu sais. Mais c'était pas un élément qui est aujourd'hui majeur comme on le connaît. C'était pas pareil. Et heureusement, il y en a encore qui font la démarche pour programmer des artistes, d'aller écouter ce que propose l'artiste, le vrai contenu, en fait. Qu'est-ce qu'il compose, ou qu'est-ce qu'il écrit, ou qu'est-ce qu'il peint. Parce que moi, vraiment, je transpose ça à tous les milieux artistiques, en fait. Bien sûr. Alors, non, mais je pense même à... Souvent, quand on va dans une soirée, on ne connaît pas le DJ, dans la description de l'événement, souvent, on peut se retrouver plus facilement avec son Instagram que son SoundCloud maintenant, du DJ. Et c'est vrai que, à la base, on va fouiller un peu ses sons, etc., pour le suivre sur SoundCloud, sur sa partie artistique. Maintenant, c'est presque mis de côté, cette partie-là, et souvent, il y a des artistes qui n'ont rien dessus, qui n'ont même pas de DJ set et tout. Alors après, peut-être que c'est un choix... qu'il n'a pas envie de partager au grand public, mais c'est vrai qu'on suit presque plus facilement sur les réseaux sociaux que sur un outil artistique. C'est vrai. Après, SoundCloud a aussi perdu de sa superbe. C'était un outil qui était incroyable il y a quelques années. Ils ont perdu énormément d'utilisateurs. Il y a peu de gens maintenant, je pense, qui vont découvrir des artistes sur SoundCloud comparé à ce qu'on a pu connaître. La pub est arrivée. Les moyens de diffusion ont complètement changé. Il est moins facile d'utilisation et accessible d'utilisation qu'auparavant. Oui. Du coup, ça a rebuté beaucoup de personnes. Oui, c'est ça. Alors, j'ai juste envie de revenir, parce que tu as parlé du Covid, et j'aurais aimé faire un petit point avec vous, un bilan, maintenant, qu'on peut prendre du recul. Pendant la crise sanitaire, on se disait, tiens, comment ça va repartir après le Covid? Qu'est-ce qui va se passer? La fête va être folle. Et au final, petit bilan, entre 2019 et 2023, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? À fond. Les cartes ont été rebattues d'une manière... et c'est très stimulant, très challengeant. Il y avait une espèce de routine qui s'était instaurée avant Covid, je trouve. Ouais. On voyait toujours les mêmes DJ, il y avait des grandes tendances musicales. Et là, il y a eu cette période, et puis on est sorti de cette période, et tout a été complètement nettoyé. Et aujourd'hui, il n'y a plus de code. Et ça, c'est très, très intéressant en termes de créativité, en termes d'émergence. On voit ça donne la chance à beaucoup de jeunes artistes.
Aujourd'hui, la courbe pour percer, je la trouve limite instantanée, quoi. Si tu as quelque chose à donner, tu t'exposes un peu sur les réseaux, tu as l'opportunité de faire quelques mix en streaming et hop, les choses s'envolent. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que on revient toujours un peu en arrière avec Ben, on est vieux. Non, on n'est pas vieux. Mais on a mis beaucoup plus de temps. Oui. Et puis, il a fallu faire, se faire reconnaître par ses pairs. C'était un peu une odyssée quand même, cette histoire. On parle beaucoup de la fête en France, mais est-ce que vous ressentez des pays comme ça qui sont beaucoup plus facilement émergents pour les jeunes artistes dans vos tournées, dans les pays que vous pouvez visiter ? Pas forcément dans la facilité de proposer un endroit pour s'exprimer aux artistes, parce que je pense que maintenant, partout dans le monde, en fait, tu peux assez vite venir te produire si t'es si t'es OP pour pouvoir mixer, etc., que tu vas pas casser un dance floor en 2 secondes, tu vois, et voilà. Clairement, aujourd'hui, je trouve qu'on peut s'exprimer partout, quasiment, en tout cas dans un tas de pays, oui. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool, effectivement. C'était beaucoup plus compliqué avant. Après, sur le changement, il y a des publics différents, oui, ça c'est clair. Il y a des pays avec des publics qui sont différents, qui sont plus ou moins réceptifs à tel ou tel style de musique. Ça, oui, moi je l'observe et je pense que toi aussi. Mais voilà, non, l'accessibilité est donnée à tous aujourd'hui. À tous, vraiment. Ah ouais, carrément. Carrément. Et puis, en France, on n'a pas à pâlir, quoi. Je trouve qu'on avait un peu de retard sur pas mal de choses pendant des années. Mais là, on a rattrapé le truc d'une manière incroyable. Et être artiste en France, c'est intéressant, c'est cool, quoi. Pour le coup, j'ai une vision qui n'est pas celle d'un artiste, mais peut-être plus d'une personne qui va chercher à sortir ou qui juste est passionnée de musique. Et j'ai parlé plus là de la scène de Lyon, parce que c'est celle que je connais, c'est là où j'habite. Mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile de trouver des lieux de sortie, qu'il y en a quand même beaucoup qui ferment. Et que sur les programmations, on arrive sur une tendance qui est une techno qui est quand même toujours très dure, qui va vite, qui tape. Et pour toutes les choses, un petit peu le juste milieu, de la house, une techno même mélodique, il y a pas vraiment de place pour ça. Et sur les artistes ou collectifs qui vont peut-être proposer quelque chose dans des lieux plus intimistes, un petit peu moins grands, au final, c'est très difficile de remplir et d'avoir du public, quoi, de remplir une soirée. Il y a, c'est vrai, cette fame aujourd'hui de la techno qui bombarde, tu vois, et je pense qu'elle est liée aussi à ton introduction, hein. Les gens ont besoin de se défouler après le Covid. Il y a quand même, faut pas l'oublier, une génération de personnes qui, nous, à notre âge, n'ont pas pu sortir. Tu vois, nous, quand on a eu cet âge-là, on s'est défoulé dans les clubs, dans les raves, tout ce que tu veux, dans les warehouses. Il y a des gens pendant 2 ans, rien, chez toi. Enfin, je veux dire, c'est quand même ouf. Et aujourd'hui, ça, c'est une réponse, tu vois. C'est une réponse à cette période complètement merdique qu'on a connue. Il y a une opposition qui se crée et on a besoin de lâcher complètement prise, d'être déconnecté complètement de la réalité. C'est une bonne chose en soi, parce que moi, j'adore être déconnecté de la réalité quand j'écoute de la musique. Et là, ça va vraiment très loin, tu vois. Même si la scène hardcore a toujours existé, même si la scène hard techno a toujours existé, etc. Aujourd'hui, c'est aussi devenu, en plus, un phénomène de mode. À travers les réseaux sociaux, à travers ce dont on parlait il y a quelques secondes. Et aujourd'hui, il y a aussi une partie du public qui écoute ça parce que c'est cool d'écouter ça pour être un peu bankable auprès de ses potes, quoi. Tu vois, on va pas se mentir. Quand tu discutes un petit peu de musique, tu te rends compte qu'ils sont... Et tant mieux, parce que moi, le premier, j'étais pas carré quand je suis allé écouter mes premiers artistes, et loin de là. Au contraire, je découvrais absolument tout. Mais il y avait pas de phénomène de mode comme on peut les créer aujourd'hui, des tendances, tu vois, qui influencent les gens sans même qu'ils s'en rendent compte, en fait. Et je pense que cette jeunesse dont tu parles, qui a été enfermée pendant 2 ans, elle a besoin de lâcher prise. Voilà, et puis surtout, il y a eu ce truc de... Mais lâchez-moi avec vos codes. La techno, ça doit être comme ça, machin. J'ai envie de croquer le truc et d'aller partout, quoi. Et ça, c'est assez cool aussi. Hein, j'aime bien parce que de ça, il peut naître il naît déjà des choses incroyables, des mélanges de genres, cette impulsion-là, elle est cool et il faut laisser l'énergie sortir de toute façon. Ouais.
Et l'énergie de la jeunesse, c'est souvent une énergie qui est décloisonnante, qui permet justement de tomber les murs et d'amener les choses ailleurs. Et vous imaginez comment la techno de demain ? Ou dans quelques années, comment elle pourrait évoluer ? Je pense sincèrement qu'il y aura plus de révolution dans la techno, personnellement. C'est-à-dire qu'il y a quand même des schémas artistiques, tu vois. Il y a des codes. Je pense qu'au niveau du sound design, on va encore aller plus loin. Ça, c'est une évidence. On va pouvoir pousser des expériences très spécifiques, sont spatialisées dans des comment dirais-je, des expériences aussi visuelles et sonores. Tu vois, on va mêler de la scénographie sur des projets très artistiques. Là, il va vraiment se passer des choses parce que technologiquement même, on est en train de tout éclater en l'espace de quelques années. Là, il se passe une vraie révolution, là, on peut le dire, technologique. Après, la musique, la techno, elle existe depuis fin des années 80, tu vois. Je veux dire, ça fait presque 40 ans, même plus de 40 ans, quasiment. Il y aura plus d'autres révolutions au sens strict de la structure même d'un morceau techno. Tu vois, tout a été écrit déjà. Ouais, ça prend des formes hybrides, c'est des mélanges, c'est là où ça devient intéressant. Quand tu t'intéresses un peu de près à ce qui se passe maintenant, tu retrouves toujours de te dire ah ouais, alors ça, si tu décortiques les morceaux, ça vient de tel style, tel élément, on tape dans telle culture. Et puis même souvent, c'est accompagné aussi d'une mode vestimentaire. Il y a toute une culture autour, et tu retrouves des codes que tu as connus par le passé. Et c'est des mélanges, c'est des hybridations. C'est clair. D'ailleurs, en ce moment, on est en plein dans le revival des rêves, le son rave 90, tu vois. Moi, je l'ai connu, tu vois. Alors, j'avais pas l'âge de sortir, mais je l'ai connu et on va dire, je l'ai aperçu, je l'ai un peu touché. Et après, je l'ai vécu quelques années plus tard. Mais tout ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vibe hyper énervée et tout, il y a aussi clairement 90% qui est poncé de cette époque-là, et il y a aucune révolution là-dedans, on va pas se mentir. Il y a aucune révolution là-dedans. Mais en même temps, moi, tu vois, ça me fait kiffer quand t'es un petit jeune qui est, tu vois, qui a 18-19 ans, qui découvre The Bell de Jeff Mills et qui est complètement ému, quoi. Comme si c'était un nouveau track. C'est clair. C'est hallucinant. C'est intemporel, quoi. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Parce que ce sont des classiques, comme les classiques du rock, comme les classiques de la soul, c'est un classique. Donc, forcément, un morceau qui est classique, il est intemporel pour moi. Tu te le prends 20 ans plus tard, bon, à part si t'as l'oreille et que tu te dis, il sonne un peu moins clair, un peu moins fort, un peu, tu vois. Mais je veux dire, la vibe du morceau, elle est là et tu te la prends, comme tu te l'es prise il y a 20 ans. Donc ça, c'est sûr. C'est clair. Après, moi, je suis moins fan du côté un peu techno-kermesse, tu vois, qu'on peut entendre aujourd'hui dans le côté d'aller remixer les Rita, je te dis des bêtises, mais Rita Mitsuko ou Bézu ou la compagnie créole avec un gros kick hardcore, c'est pas mon délire du tout, quoi, tu vois. Ça, non. C'est ce qui se fait beaucoup en plus dans la jeune génération. Ils adorent avoir des vocales comme ça à chanter avec des gros kicks. C'est bien. Super vénère. Mais c'est pas mon truc. Et je jouerai jamais ça parce que voilà, j'ai pas envie de jouer ça. Ça me fait pas kiffer, ça me fait pas vibrer. Mais il y a une recherche, je pense, du côté fédérateur. C'est le défoulement en fait. C'est la fête au sens. Je veux me défouler et ça, je le comprends parfaitement. C'est pas ce que je suis en train de dire. Oui. Je prends juste le côté, le regard un peu artistique. Sur ça, moi ça me fait pas kiffer du tout. Mais tu vois, justement, je trouve que ça c'est très influencé par les réseaux sociaux, par les modes TikTok et cette techno main en l'air qui vient taper, qui influence aussi les codes vestimentaires. Tu vois, tu parles de ce côté années 90, c'est ce qu'on retrouve dans la manière de s'habiller, de se montrer même sur TikTok, et qui me fait presque penser et a l'impression de revivre l'EDM d'il y a 10 ans en arrière, mais à la version techno. Complètement d'accord avec toi là-dessus. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et c'est génial qu'il y ait des codes et des choses qui seraient... Il y en a toujours eu, en réalité. C'est pas nouveau. Il y a toujours eu des codes... il y a toujours eu des codes. Voire même, au début, il n'y avait pas de code du tout. C'est-à-dire que... Moi, je me souviens des premiers clubs où je suis allé en Belgique, t'avais des mecs en survette, t'avais des dragues, t'avais des gens sur des condensés de ça de haut, t'avais des gars avec des... Comment on appelait ça déjà? Tu sais, les Reebok, les pumps à gonfler les chaussures Reebok Pump. Génial, ça. T'avais les sifflets, t'avais les smileys, les t-shirts smileys, les chaînes. Il y avait un mélange de hip-hop, de cuir, de
putain, mais de tellement, il y avait pas de code. Ouais. En fait, t'avais tout, c'était un beau bordel en fait. C'était nouveau. Et t'avais un mec en costard qui sortait du taf, hein. Ouais. Tu vois. Et tu te dis, mais attends, mais il est 7h du mat, il est encore en costard, lui, il arrive à quelle heure, c'est quoi le bail en fait. Et ça, j'ai adoré ça. Tu vois. La philosophie club, c'est ça. C'est venez comme vous êtes, quoi. Tu vois, c'est un peu comme le bar de village, quoi. Tu vois, t'as tout le monde qui se retrouve et voilà, il y a plus de codes sociaux, tout est tombé et tu viens comme t'es et tu viens pour vivre un moment ensemble. C'est la connexion. La connexion. Ouais. Pour vous, elle est encore présente, cette connexion aujourd'hui dans les clubs? Elle existe encore. Ouais. Ah oui. Oui. Sous d'autres formes, on vient d'en parler. Ouais. Mais c'est parce que c'est l'essence de l'être humain, de le vivre ensemble. Un être humain seul, il meurt, quoi, tu vois. Ouais. Et je pense que les vies du quotidien sont quand même assez dures et les gens ont besoin de quelque chose pour se défouler, pour se retrouver, espace de liberté. Vous allez encore en club, vous dansez en tant que juste Bien sûr, ça m'arrive. Ouais. Oh, ouais, tout à fait. Ouais. Et alors, là, c'est une question qui est très personnelle, mais comment vous faites pour toujours vous amuser? Parce que c'est pas quelque chose moi, que j'ai perdu, par exemple. Alors, ça dépend ce que tu recherches quand tu vas dans un club. Effectivement, si c'est de l'amusement, si c'est du divertissement, si c'est de la recherche artistique, si c'est de te mettre la race au bar, si c'est profiter de la musique et avoir une cohésion globale et m'amuser avec tout le monde, quoi. Ouais, tout à fait. Mais alors ça, effectivement, au bout d'un moment, je pense que tu peux être blasé aussi, hein, clairement, parce que c'est un schéma qui est quand même très redondant. Oui. Que tu le fasses en France, en Belgique ou en Allemagne, c'est assez redondant. Après, il y a des rituels autour qui peuvent être un peu différents, tu vois. Mais effectivement, c'est très redondant. Et je pense que ça va dépendre des gens avec qui tu y vas. Ouais. Tu vois, ça change tout, hein, le mood des gens avec qui tu vas. Si tu vas, déjà, tu sors en club tout seul ou avec un ou deux amis et tu y vas avec une bande d'amis, et tu vas voir un artiste que tu attends de voir depuis quelque temps, déjà la vibe est complètement différente. Il y a une excitation, il y a quelque chose, tu vois. Donc ça dépend. Ça dépend effectivement de comment tu vas en club, avec qui, pourquoi, toutes ces questions. C'est quoi vos dernières claques artistiques en tant que clubbeur? Émile, vas-y si tu veux répondre. Expérience de club incroyable. Récente, hein. Parce que je les ai pas vus encore, mais je les adore. Kama et Masalo. J'aimerais bien les voir prochainement, là. C'est un couple d'Amsterdam. J'irai voir. Très poussé par Rush Hour. Ouais. Ils ont sorti d'ailleurs cette semaine une compilation où ils font beaucoup d'édits, des morceaux. Et alors là, on est vraiment sur un style house. Et un peu avec des sonorités 80. Et la vibe, l'énergie, elle est folle. Et là, pour le coup, on est aussi dans ce qu'on parlait de jeune génération qui reprend des codes du passé et qui en fait quelque chose avec une touch un peu fraîche. Okay. Et c'est très cool. Et en plus, c'est un couple. Et je trouve ça magnifique de partage, ce partage, cette énergie à deux. Et de montrer aussi que l'homme et la femme, ça fonctionne. J'aime bien. Toi, Ben, de ton côté, tu as la dernière claque. Alors, tu sais quoi, je vais même pas parler de la dernière claque, je vais parler d'une que j'aurais pu me prendre demain si j'avais été à Nantes. J'avais prévu d'aller au Macadam, un club qui se trouve à Nantes. Et là, c'est pas un nouvel artiste, mais il y avait Manu le Malin qui venait jouer au Macadam. Et j'avais envie de vivre cette expérience au Macadam. Voilà. Tu vois, parce que je m'étais projeté sur le fait de l'écouter là-bas, parce que j'ai entendu beaucoup de bien de cet endroit, de son sound system. Manu est un ami et je sais à quel point techniquement il peut emmener loin, tu vois, quand tu es dans de bonnes conditions et que lui-même est dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est un truc que j'aurais fait si j'avais pas été à Paris et que j'avais prévu de faire. Mais voilà, c'était la petite anecdote au passage. Ah, parfait. Ouais. Pour terminer tranquillement, j'ai un petit défi pour vous, voir à quel point vous vous connaissez ou pas. Ouais. C'est les amours, en fait. C'est ça. J'ai une question pour vous et va falloir répondre. En gros, par exemple, du coup, Emilien, quel est l'artiste de référence pour Ben? C'est pas trop dur, ça. Moi, je dirais Def Clark. On va y aller c'est tellement prévisible. Def Clark. Il y a Def Clark, en fait partie, ouais, grave. Du coup, à l'inverse, Ben, pour Emilien. Artiste de référence, vous avez posé la question tout à l'heure quand on était en backstage en train de vous regarder l'émission précédente. Ouais. Et là, votre question, c'était... donc, je dirais Kerry Chandler, par exemple, ça peut être un de ses... Ouais, ça en fait partie. Un de ses gros coups de cœur.
Du coup, Ben, combien d'abonnés a Emilien sur Instagram? Ça, c'est un truc que je regarde beaucoup, tu sais. Tu compares. Je dirais, je sais pas, quelques milliers. Sincèrement, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. C'est pas quelque chose que j'ai regardé. Quelques milliers. Quelques milliers. Et inversement? Tu dois être à 5 chiffres, toi, non? T'es fou. Non? Pas loin. En dirham, alors. En dirham. Avec le taux de change. Avec un taux de change quand même assez élevé. Ok. Non, je suis pas à 5 chiffres, moi. Alors, quelques milliers. Comme toi. Ok. Une collab de rêve. Pour Ben, pour Cosme. Une collab de rêve pour lui. Ouais. Moi, je sais qui dire, déjà. Il faut pas que tu balances du dos. Hein. Non, je dis rien. Une collab de rêve pour Émile, ça pourrait être avec un artiste du label Rush Hour, je pense. Et je lui laisserai le libre choix d'un artiste du label Rush Hour, par exemple, parce que je sais que ça fait bien kiffer. Ouais. Ok. Je sais des choses, alors je peux pas les dire. Mais je vois quoi, tu fais référence. Mais ne le dis pas. T'inquiète, ça tourne pas. Ça tourne pas. Non, mais je vais en dire un autre. Spontanément, allez. Def Clark. C'est clair. Ça a failli d'ailleurs. Le Joker, il passe partout. Non, mais c'est Joker. 2 fois Joker. C'est la carte Def Clark. C'est la carte bonus. Et ça a failli se faire l'année dernière, en plus. Pour mon autre projet, Trunkline. Et un partenaire préféré pour un back-to-back? Je commence ou tu commences? Vas-y, on garde l'ordre. Def Clark. Vas-y, commence. Comme ça, tu diras. Tu l'as déjà fait, mais je pense que c'est un truc que tu kiffes faire avec Maceo. Oui, ouais, carrément. Bien sûr. Toujours un bon délire. Et pour toi, peut-être avec le DJ dont tu parlais tout à l'heure, qui était une de tes références. J'ai oublié son nom, excuse-moi. C'est lui. Ouais. J'ai jamais joué avec lui et c'est un de mes rêves. J'aimerais beaucoup jouer avec Derrick May. Ouais. J'étais un fan inconditionnel. J'ai acheté tous les disques qu'il jouait. Je refaisais ses mix à la maison. Il m'a vachement inspiré. Moi, je pensais à l'artiste dont tu m'as parlé, le Lyonnais. Mince. Manu. Ah ouais, mais alors oui, avec Derrick May. J'adore. J'ai pas le souvenir qu'on ait joué ensemble, mais j'adore écouter les sets de Manu. On va falloir prévoir un petit truc là. Comment? Il va falloir prévoir un petit truc tous les deux à la maison en plus. On se connaît bien, donc c'est pas impossible à réaliser. Parfait. Et peut-être si pour finir, allez, j'aime bien, on a tenté ça sur ces 2 jours de tournage. Ben, si tu avais une question pour Emilien. Excuse-moi, je t'entends pas en même temps. Si j'avais une question pour Emilien, qu'est-ce qui te ferait kiffer sur l'année à venir? Vraiment. Genre, s'il y avait un truc qui te ferait kiffer. Je parle pas forcément de musique, mais 2024, genre, il y a un truc, pour toi, c'est un gros crush, quoi. Ça serait quoi? C'est la question pourrie, excuse-moi. Ouais, alors si on va pas sur... Moi, ma vie, tu peux parler de musique. Hein, mais ma vie, elle est partagée en 2. Donc, soit je vais te répondre musique, soit... Moi, je suis papa et je suis un peu gaga de ma fille. Bon, ça sera des moments avec ma fille, forcément. Yes. Ouais, encore, tu vois, j'en ai souvent, mais on n'a pas parlé de ça, mais je vais en parler maintenant, mais la vie de famille et la vie de DJ, c'est un truc assez intéressant moi, j'ai appris à le faire au quotidien et ça fonctionne très bien et ma fille est super épanouie et elle vient me voir jouer de temps en temps parce que souvent on a une image du DJ qui tourne, qui est peut-être un peu solitaire, mais c'est pas du tout incompatible avec une vie de famille et équilibrée. Ouais. Et moi, je kiffe, et ma fille, elle kiffe parce que je suis là, je vais la chercher à l'école tous les jours. J'ai une disponibilité que peut-être n'ont pas d'autres parents parce que moi, je suis pas là le week-end, mais la semaine, je m'en occupe à 100%. Elle a quel âge? Elle a 5 ans. Et du coup, est-ce que tu commences déjà à lui faire son éducation musicale? C'est depuis toute petite, ça. Ouais, elle adore. Même déjà, le jour où elle est née, dans la salle d'accouchement, il y avait un disque de Nils Franz qui tournait. Donc, elle est née en musique. Incroyable. Ouais.
Et c'est important, enfin, aujourd'hui, de pouvoir éduquer musicalement ses enfants aussi en tant que parents et ne pas laisser peut-être faire la radio ou les médias principaux, grands médias. Sur tous les plans, c'est même pas que en musique, quoi. C'est, il y a le côté, il y a ce truc un peu la société mainstream, et puis il faut lui donner des petites impulsions des choses qui viennent de toi, qui sont de son patrimoine, quoi, et qui sont de choses qu'elle peut tirer de ses parents, et voilà. Et du coup, pour faire Emilien, si t'as une question pour Ben. Ah, je vais pas y échapper. J'ai essayé, t'as vu de. Mais t'as bien noyé le poisson, mon salaud. Ouais, j'en ai une. Si, j'en ai une qui me vient comme ça, mais c'est un peu une private joke. J'aime bien les private jokes, tu sais. On fait de la moto quand Quand tu veux. T'es toujours bienvenu. On finit là-dessus. Merci les gars. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Merci. C'était très cool cette invitation. Ouais. Ça nous a fait bien plaisir de discuter avec vous et on a hâte de découvrir vos projets du coup sur l'année à venir. Carrément. Avec plaisir. Hâte de partager. Trop bien. Merci. Merci. Ciao.